C'est la panique totale à Mar-a-Lago. Donald Trump est en train de voir son propre mouvement se fissurer sous ses yeux. Et cette fois, ce n'est pas une attaque venue de l'extérieur. C'est un retour de flamme, brutal, dangereux, incontrôlable. Un homme armé est abattu à 1h30 du matin devant la résidence de Trump. Et ce n'est pas un progressiste radical. Ce n'est pas un agent infiltré. C'est un fidèle MAGA. Un partisan convaincu, un produit pur et concentré de l'écosystème complotiste que Trump alimente depuis des années. Voilà le scénario cauchemardesque que son entourage redoutait. Cet individu était obsédé par les dossiers Epstein, convaincu qu'un mal absolu gangrenait le système, persuadé qu'il fallait agir, qu'il fallait révéler, qu'il fallait frapper. Ce n'est pas un accident idéologique, c'est le résultat d'années de rage cultivée, de magical thinking, de fantasmes sur des cabales occultes cachées au sommet de l'État. Et maintenant, cette énergie toxique implose au cœur même du sanctuaire trumpiste. Ce n'est pas un incident isolé. Nous avons déjà vu ce schéma. Butler, Pennsylvanie, Utah, toujours le même profil, des familles ultra-MAGA, des individus immergés dans la même bulle informationnelle saturée de peur et de suspicion. Chaque fois, la réaction est mécanique, accuser la gauche, parler de rhétorique violente, détourner l'attention. Mais les faits sont grotesques, incriminants, désastreux. Trump n'est plus seulement contesté par ses adversaires, il est piégé par la dynamique qu'il a lui-même créée. La paranoïa qu'il a attisée est en train de produire des effets réels, tangibles, explosifs. Et pendant que son camp tente de contrôler le récit, la vérité s'impose. Ce mouvement n'est pas stable, il est en train de se fragmenter. Ce que nous voyons en ce moment même n'est pas un simple fait divers, c'est un symptôme de décomposition politique. Et cela terrifie le camp MAGA. Maintenant, regardons comment la machine MAGA est en train de mentir en temps réel. Depuis des années, Donald Trump et son entourage affirment qu'ils sont victimes d'une rhétorique violente venant de la gauche. Ils répètent en boucle que les démocrates créent un climat toxique. Ils jurent qu'ils ne font qu'exposer la vérité, qu'ils ne font qu'informer le public. Ils prétendent qu'ils ne savent rien des théories extrêmes, qu'ils n'encouragent aucune radicalisation. Vraiment? Parce que l'homme abattu devant Mar-a-Lago n'était pas en train de citer MSNBC. Il n'était pas en train de répéter un discours progressiste. Il était immergé dans l'univers MAGA. Il parlait des dossiers Epstein comme d'une révélation apocalyptique. Il croyait que le système était infesté par un mal absolu. Et il s'est radicalisé à l'intérieur même de l'écosystème que Trump a cultivé. Let's look at what they really said. Dès les premières heures après l'incident, les figures du régime se sont précipitées sur les plateaux télé pour blâmer la gauche. Le secrétaire au Trésor affirme que le venin vient d'en face. Il parle de rhétorique normalisant la violence. Il suggère que l'atmosphère politique créée par les démocrates serait responsable. C'est du gaslighting pur et simple. Parce que chaque fois que nous examinons ces cas, nous voyons le même motif. Des individus connectés à la sphère MAGA, des familles ultra-trumpistes, une consommation constante de contenu complotiste. Et malgré cela, la réponse officielle est toujours la même, détournée, inversée, accusée. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est une stratégie. Regardons maintenant la réaction du directeur du FBI. Il annonce solennellement que toutes les ressources nécessaires sont mobilisées. Il promet transparence et coopération avec le Secret Service. Le ton est grave, institutionnel, rassurant. Et quelques heures plus tard, il est en train de célébrer à Milan, dans le vestiaire de l'équipe olympique américaine de hockey. Vol privé estimé à des dizaines de millions. Déplacements financés par les contribuables. Images de célébration, bière à la main, médaille autour du cou. On nous disait qu'il n'était pas là pour cela, que c'était une désinformation, que les journalistes exagéraient. Puis les vidéos sortent. Voilà les receipts. Le porte-parole passe la journée à attaquer les médias, affirmant que l'histoire est fausse. Il accuse les reporters d'induire le public en erreur. Il défie quiconque de prouver que le voyage était un simple loisir. Et ensuite, nous voyons les images. Le directeur du FBI au centre de la fête, s'appropriant le moment, transformant la victoire des athlètes en spectacle personnel. Vous ne pouvez pas inventer cela. Pendant que le pays est sous tension après un incident armé visant la résidence de l'ancien président, pendant que les théories sur Epstein embrasent la base, les responsables censés garantir la stabilité institutionnelle se comportent comme des influenceurs en tournée promotionnelle. C'est humiliant.
Et cela révèle quelque chose de plus profond, l'absence totale de cohérence entre le discours et les actes. On nous parle de gravité, on nous parle de menaces, on nous parle d'unité nationale. Et en coulisses, on assiste à un carnaval politique. Le régime affirme défendre la loi et l'ordre, mais quand il s'agit de discipline institutionnelle, il offre un spectacle grotesque. Il accuse la gauche de normaliser la violence tout en ayant passé des années à amplifier des récits de cabales secrètes, de réseaux occultes, de corruption apocalyptique. Voilà le cœur du problème. Ce n'est pas simplement un incident sécuritaire. C'est une collision entre la rhétorique incendiaire qu'ils ont encouragée et la réalité qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils sont en train de réécrire le scénario en direct. Mais les faits restent, les connexions restent, les contradictions restent, et les contradictions sont en train de s'accumuler. Maintenant, entrons dans le cœur du dossier. Parce que ce qui est en train de se produire dépasse largement un simple incident de sécurité. Regardons d'abord la chronologie. Dimanche, vers 1h30 du matin, un individu armé est abattu par le Secret Service après avoir pénétré le périmètre autour de Mar-a-Lago. L'information initiale parle d'une intrusion illégale. Très vite, les autorités identifient l'homme, un partisan déclaré de Trump, pas un inconnu apolitique, pas un profil détaché du débat public, un fidèle. Je veux que nous examinions les messages qu'il envoyait une semaine avant l'incident. Dans un échange avec un ami, il explique qu'il a étudié les dossiers Epstein. Il affirme que le mal est réel, tangible, indéniable. Il insiste sur la nécessité de sensibiliser le public. Il parle d'influence personnelle, de devoir moral, de révélation. Arrêtons-nous là. Ce langage n'apparaît pas dans le vide. Il est le produit d'un environnement informationnel saturé de récits apocalyptiques. Depuis des années, l'écosystème MAGA alimente l'idée qu'une cabale de prédateurs contrôle les institutions, que des élites secrètes protègent des réseaux criminels, que seule une action décisive peut exposer la vérité. Gross. Parce que ce type de rhétorique n'est pas neutre. Elle transforme la politique en croisade morale. Elle remplace le débat démocratique par une logique de purification. Regardons maintenant la réaction officielle. Le directeur du FBI publie une déclaration formelle. Il affirme que toutes les ressources nécessaires sont mobilisées. Il promet coopération avec le Secret Service. Le ton est solennel, institutionnel, responsable. Je suis en train de lire cette déclaration mot pour mot. Elle parle d'incidents matinal, d'individus abattus après entrée illégale dans le périmètre. Elle promet des mises à jour ultérieures. Très bien. Mais quelques heures plus tard, que voyons-nous? Des images du directeur du FBI à Milan, vestiaire de l'équipe olympique américaine de hockey, célébration, bière, médaille portée autour du cou, posture triomphale. Arrêtons-nous encore une fois. Pendant que le pays est sous tension après une intrusion armée à proximité d'un ancien président, le chef de l'agence fédérale chargée de la sécurité intérieure est en train de participer à une célébration internationale financée par les contribuables. You can't make this up. Son porte-parole, plus tôt dans la journée, attaquait les journalistes qui évoquaient ce voyage. Il accusait les médias de mentir. Il affirmait que le déplacement n'était pas un loisir. Il parlait de désinformation. Puis, les vidéos apparaissent. C'est cela, les receipts. Le contraste est brutal. D'un côté, un discours de gravité nationale. De l'autre, une mise en scène festive. Cette dissonance alimente encore davantage la perception d'un régime déconnecté de la réalité. Mais le dossier ne s'arrête pas là. Regardons ce qui se passe autour des dossiers Epstein. Des informations émergent sur des avertissements antérieurs concernant la destruction potentielle de preuves. Des allégations selon lesquelles des structures auraient été utilisées pour brûler des documents. Le ranch associé à Epstein change de main. Il est acquis par un politicien proche de Trump. Et il est annoncé qu'il sera transformé en centre chrétien pour enfants. Arrêtons-nous. Un site associé à l'un des scandales les plus sinistres de ces dernières décennies est reconverti sous l'égide d'un allié politique majeur, au moment même où des discussions sur des commissions de vérité émergent. Cela alimente quoi? Cela alimente précisément les soupçons que l'écosystème MAGA exploite depuis des années. Une cabale, une protection mutuelle, une dissimulation. Et pendant ce temps, que fait Trump? Il publie des messages affirmant que tout va bien, qu'il y a trop de victoires, qu'il y a une avalanche de succès. Il répète que le pays gagne sans arrêt. Regardons les chiffres. Croissance du PIB autour de 1,4 %. Projection anémique.
Inflation des dépenses de consommation repartant à la hausse. Tensions commerciales liées à des mesures tarifaires controversées. Ce ne sont pas des victoires éclatantes, ce sont des indicateurs fragiles. Mais dans la bulle MAGA, la réalité économique devient secondaire. Ce qui compte, c'est le récit. Toujours le récit. Et voici un élément clé. Même des voix médiatiques pro-Trump commencent à admettre que la gestion des dossiers Epstein a été désastreuse, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu un manque de transparence, que l'occasion d'une clarification historique a été manquée. Quand les soutiens les plus fervents commencent à exprimer publiquement des critiques, ce n'est pas anodin. C'est un signal. Un signal que la base est troublée, que la confiance se fissure, que la cohérence narrative s'effrite. Ce que nous observons n'est pas simplement un incident armé, ce n'est pas simplement un voyage controversé, ce n'est pas simplement une polémique médiatique, c'est une accumulation de contradictions, d'excès, de décalage entre le discours héroïque et la gestion réelle. Une accumulation qui crée un climat de nervosité interne. Et quand un mouvement politique repose sur une mobilisation émotionnelle permanente, cette nervosité peut devenir explosive. Voilà pourquoi ce moment est si dangereux. Parce que lorsque la rhétorique de croisade rencontre la réalité institutionnelle, les fissures apparaissent. Et ces fissures sont en train de s'élargir. Maintenant, reculons encore un peu. Parce que ce que nous sommes en train de voir ne se limite pas à un incident isolé, ni à un voyage mal géré, ni à une polémique sur les dossiers Epstein. Cela s'inscrit dans un schéma plus large, un schéma de désordre systémique. Regardons le comportement général du cercle rapproché de Trump. Nous avons un directeur du FBI en train de célébrer dans un vestiaire olympique pendant qu'un incident armé vient de secouer le pays. Nous avons un secrétaire à la Défense qui publie régulièrement des vidéos de musculation revendiquant des performances douteuses comme s'il était en campagne d'influence sur les réseaux sociaux. Nous avons un secrétaire à la Santé multipliant les mises en scène excentriques, des immersions glacées aux démonstrations théâtrales avec des célébrités. C'est un cirque. Ce n'est pas le comportement d'une administration concentrée sur la stabilité institutionnelle. C'est une performance permanente, une quête d'attention, une politique transformée en spectacle. Et au sommet de cette pyramide, Donald Trump continue de publier des messages triomphalistes. Il affirme que le pays gagne sans arrêt, que les succès s'accumulent, que tout va mieux que jamais. Pendant ce temps, les indicateurs économiques racontent une autre histoire. Une croissance molle, une inflation persistante, des tensions commerciales alimentées par des décisions tarifaires contestées. Les ménages ressentent la pression. Les coûts du logement restent élevés. Les incertitudes budgétaires alimentent l'anxiété. Il y a un décalage béant entre le récit et la réalité. Et ce décalage n'est pas nouveau. Souvenez-vous des échecs commerciaux, des casinos en faillite, des entreprises fermées, des produits lancés avec fanfare puis disparus dans l'indifférence. Le mythe du génie des affaires a toujours coexisté avec une série d'effondrements spectaculaires. Aujourd'hui, ce même schéma semble se reproduire à l'échelle politique. Une rhétorique de victoire permanente, une réalité plus fragile, une mise en scène grandiose, des fondations instables. Ajoutons à cela les signes de tension interne. Quand des commentateurs traditionnellement loyaux commencent à critiquer la gestion des dossiers Epstein, cela signifie que la base n'est plus parfaitement alignée. Quand des partisans se sentent trahis par l'absence de transparence, cela crée un espace dangereux, un espace où la frustration peut se transformer en radicalisation. Et nous revenons au point de départ, l'homme abattu devant Mar-a-Lago. Il ne surgit pas d'un vide idéologique. Il émerge d'un climat où l'on répète que le mal est omniprésent, où l'on affirme que des forces occultes manipulent les institutions, où l'on suggère que seule une action énergique peut restaurer la vérité. Lorsque ce type de discours est diffusé pendant des années, il produit des effets. C'est cela, le problème structurel. Ce n'est pas simplement une question de sécurité, c'est une question de responsabilité politique. Quand on construit un mouvement sur la colère permanente, sur l'idée que le système est irrémédiablement corrompu, on crée un terrain propice à l'escalade. Et pendant que ces tensions s'accumulent, Trump continue d'attaquer ses opposants, de dénoncer les médias, de revendiquer des victoires économiques discutables. Mais les sondages montrent une volatilité. Les élections spéciales révèlent parfois des surprises. Les marges se resserrent. La confiance n'est pas monolithique. Le récit d'invincibilité se fissure.
Nous voyons également une administration qui semble davantage préoccupée par l'image que par la gouvernance. Les vidéos virales, les déclarations provocatrices, les confrontations médiatiques deviennent des outils centraux. C'est une politique de performance, pas de consolidation. Et lorsque survient un incident aussi symboliquement chargé qu'une intrusion armée impliquant un partisan radicalisé, cette politique de performance révèle ses limites. Parce que la réalité n'est pas un spectacle. Elle ne se contrôle pas avec un message triomphaliste. Elle ne se dissipe pas avec une photo dans un vestiaire. Ce moment cristallise une tension plus large. Un mouvement fondé sur la mobilisation émotionnelle extrême commence à en subir les conséquences imprévisibles. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un signal d'alarme. Un signal que le système interne du Trumpisme est sous pression, que la cohérence narrative s'érode, que les contradictions deviennent trop visibles pour être ignorées. Et quand un mouvement politique commence à se fragmenter sous le poids de ses propres excès, l'histoire montre que la trajectoire peut changer rapidement. Voilà la différence fondamentale entre la vérité et la manipulation. D'un côté, des faits vérifiables, une chronologie claire, des contradictions documentées. De l'autre, un récit émotionnel construit sur la peur, la suspicion et le magical thinking permanent. Ce que nous venons d'analyser n'est pas une simple polémique médiatique. C'est le reflet d'un mouvement politique qui joue avec le feu depuis des années et qui commence à en ressentir la chaleur. Quand la rhétorique incendiaire rencontre la réalité, les fissures apparaissent. Quand la colère devient stratégie permanente, elle finit par échapper au contrôle. Nous ne pouvons pas normaliser cela. Nous ne pouvons pas accepter qu'un climat de suspicion généralisé, alimenté au sommet, produise ensuite des conséquences dangereuses, puis soit immédiatement recyclé en outil de diversion politique. La démocratie exige responsabilité, elle exige cohérence. Elle exige que ceux qui détiennent le pouvoir mesurent le poids de leurs paroles. Si vous pensez que ce type d'analyse indépendante est nécessaire, surtout dans un climat saturé de propagande et de spectacle, alors soutenez ce travail. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Aidons cette communauté à grandir et à dépasser le cap du prochain million d'abonnés. Et surtout, restez informés, parce que la transparence et la vigilance sont nos meilleures défenses.